Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Mort en détention du militant de Pastef Mbour, Ousmane Dia. Les responsables du parti et sa famille exigent la lumière sur les conditions de son décès. Détenu à la maison d'arrêt et de correction de Mbour lors des émeutes de juin dernier, Ousmane Dia est décédé des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë. Les précisions à suivre dans ce journal. Toujours émeute du mois de juin dernier, l'économie de la région de Ziguinchor impactée par les pillages et saccages. Le constat est de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture en visite de 3 jours dans cette région sud du Sénégal pour la mise en place du dispositif des chambres consulaires. Les détails à suivre avec notre correspondant sur place à Sanba. Assurance des investissements et crédits à l'exportation, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération plaide pour une réduction des primes d'assurance pour le Sénégal. C'était à l'occasion du lancement d'un livret spécial de la Société islamique d'assurance. À suivre les précisions du ministre Oulimata Sarr dans ce journal. Travaux de la deuxième phase du train express régional avec l'hivernage qui s'installe. Les populations de Nguent dans la commune de Diamniadio craignent des inondations. Elles réclament des mesures d'assainissement pour une meilleure mobilité. Le reportage de Babacar Seck à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Mort en détention à la prison de Mbour, les responsables du parti Pastef de ce département ont déclaré que leur militant Ousmane Dia, détenu lors des émeutes de juin dernier, est décédé des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë. La famille du défunt accuse le juge d'instruction et les responsables de la prison de négligence ayant entraîné la mort du défunt. Muntaga Khan et Mamadouba pour plus de précisions. Les responsables de Pastef de Mbour disent être édifiés sur les causes du décès de leur militant Ousmane Dia, le vendeur de journaux de Ngekor, qui, blessé et interpellé lors des émeutes de juin dernier, était détenu à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Donc tout ce qu'il a noté comme conclusion, que le jeune Ousmane Dia a souffert d'une hypoxie qui a abouti à une anoxie. Hypoxie, c'est un terme qu'on utilise dans notre jargon médical pour parler d'un déficit d'oxygène. Donc la conclusion, c'était quoi? C'est que le jeune a été atteint d'une insuffisance respiratoire aiguë. Donc ce qui a abouti à sa mort. Il demande qu'on les édifie sur les circonstances du décès de Ousmane Dia. Nous demandons solennellement que cette lumière-là soit faite sur les circonstances dans lesquelles le gosse a perdu la vie en prison. Les parents du défunt signent et persistent. Ousmane Dia est bel et bien décédé dans la prison par négligence. prison bi la gaañu mais ñamuñ tamit wax ci hôpital bi la gaañu parce que docteur duñ permettre lu xam nañ. Il est décédé dans la prison. Ils n'osent pas dire le contraire car ils savent que l'autopsie va révéler qu'il est bel et bien décédé dans la prison. Son médecin traitant a produit un certificat médical attestant qu'il est épileptique, mais ils ont refusé de le libérer. J'ai tout fait moi-même pour lui faire parvenir ses médicaments. Mais les gardes pénitentiaires ont toujours répondu à la négative. Les responsables de Pastef ont demandé aux dirigeants du groupe Futur Média de voler au secours de la famille du vendeur de journaux qui répondait au nom de l'Observateur. Et l'actualité, c'est aussi le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, qui a effectué une visite au marché Zinc de Pikine dans la banlieue dakaroise pour constater les dégâts matériels causés par le violent incendie qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Le ministre est aussi allé délivrer un message de soutien et de réconfort du gouvernement qui compte d'ailleurs accompagner les commerçants qui ont enregistré des pertes dans cet incendie. Abdou Karim Fofana, que je vous propose d'écouter au micro de Boudan Diadj. Nous sommes venus aujourd'hui sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République venir constater la situation difficile que vivent les
commerçants du marché Zinc à la suite de cet événement douloureux qui s'est déroulé la nuit du jeudi au vendredi dernier. Un incendie d'une très grande ampleur qui a emporté plus de 112 cantines, selon le constat qui a été fait par les sapeurs-pompiers dès le premier jour. N'eût été la mobilisation exceptionnelle des sapeurs-pompiers qui ont mobilisé plus de 13 véhicules équipés avec un personnel très professionnel qui ont pu intervenir rapidement mais aussi de façon très efficace. Nous les rassurons, l'État sera à leur côté et l'État est déjà à leur côté parce que le président de la République depuis plus de 5 ans appelle à la modernisation des marchés avec la mise en place d'un programme qui permet de mettre à niveau les marchés dans le cadre d'un partenariat public-privé mais aussi entre les communes, l'État et les acteurs. Dans l'immédiat, l'État constate d'abord. Je suis venu constater, je suis venu écouter et nous allons travailler ensemble avec les services compétents pour voir un peu quelle sera l'attitude de l'État. Nous serons à côté des commerçants. Je ne peux pas vous dire ici même ce que nous allons faire, mais nous allons y travailler de façon sérieuse, à tête reposée et voir ce que nous pouvons faire. Nous avons entendu les cris de détresse et les cris de cœur des délégués de marché. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup Et je vous le disais dans les titres, les pillages et saccages enregistrés en début juin ont impacté négativement l'économie de la région de Ziguinchor. Constat fait par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture qui a séjourné dans cette région pendant 3 jours. Une visite ayant également pour objectif la relance de l'économie de la région à travers le dispositif des chambres consulaires. C'est un compte-rendu signé Hassan Ba et Daouda Sambou. La région de Ziguinchor a accueilli pendant 72 heures l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. La délégation composée de 8 présidents était venue s'enquérir de l'état de l'économie de la région après les événements malheureux du début juin. Le constat est alarmant. Selon cette organisation, une situation accentuée par la suspension de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Ce tableau sombre nous interpelle tous. Il s'y ajoute maintenant les restrictions sur les transports maritimes et interurbains, le résultat de l'insécurité ambiante. Cette mesure réduit les possibilités de déplacement des populations et contribue à l'augmentation du coût de transport des personnes vers ou venant de cette partie du Sénégal. Après avoir endeuillé des familles, les événements de juin ont aussi un impact négatif très significatif sur les entreprises de la région. Je reste aussi solidaire aux opérateurs et opératrices économiques qui ont perdu les liens lors de ces manifestations. Par ailleurs, ma reconnaissance et mes remerciements réitérés à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et à son gouvernement pour les travaux de réhabilitation du port de Ziguinchor. Mais l'Union nationale des chambres de commerce tente de rassurer les acteurs économiques avec des propositions issues du dialogue national. Formalisation et accompagnement du secteur informel, création de modèles de financement adaptés aux réalités locales avec des types de garanties innovantes, facilitation des droits de douane et des charges fiscales pour les très petites et moyennes entreprises de moins de 10 ans. Accélération du renouvellement et de la modernisation du parc des gros porteurs et du transport interurbain. Pour ces acteurs économiques, les entreprises ont besoin d'un climat apaisé pour se relancer. Tous ces projets ne pourront se réaliser que dans le cadre d'un environnement de paix et de sécurité. C'est pourquoi nous appelons les parties à un dialogue fécond. Nous sommes donc ici, chers amis, à votre écoute et vous promettons que vos préoccupations seront transmises à qui de droit. L'Union nationale des chambres d'industrie et d'agriculture a aussi rendu visite aux autorités coutumières de la région pour leur soumettre les efforts consentis par les chambres de commerce en soutien aux entreprises locales et nationales.
Et en ce début d'hivernage, les populations de Nguent, c'est dans la commune de Diamniadio, craignent des inondations avec les travaux de la deuxième phase du train express régional. Les habitants de quartiers situés sur le tracé du TER réclament des mesures pour permettre la mobilité des riverains. Le reportage de Babacar Seck. Les populations de Nguent, Ndiarkhaj, Route de Thiès et Thérigne, sur le tracé de la deuxième phase du train express régional, s'inquiètent des impacts négatifs des travaux. La deuxième phase du TER a scindé la ville de Diamniadio en deux parties, causant ainsi d'énormes désagréments de part et d'autre. Il s'agit des difficultés de mobilité dans les deux sens, des risques d'aggravation des inondations liés à l'obstruction du cours normal du surplus d'eau provenant du barrage de Sébi-Ponty pendant l'hivernage, des nuisances de santé causées par l'abondance de la poussière émanant des travaux du TER, l'absence d'une halte pour les communautés devant emprunter le TER, l'absence d'ouvrages de franchissement, surtout pour les femmes qui doivent quotidiennement aller au marché, mais également les enfants qui étudient à l'école de Diamniadio 1, au lycée Ousmane Sow et aux écoles privées, et l'accès aux services sociaux de base. Une insécurité sur tout le périmètre du tunnel et des points de franchissement favorisant des agressions régulières. L'utilisation difficile, voire impossible, de la voie principale d'accès des routes secondaires. Les habitants réclament de l'APEX la prise en charge des infrastructures de base pour améliorer le cadre de vie. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, la construction de la principale voie d'accès au pôle urbain et les routes secondaires latéritiques via Nguent, la construction de murs de clôture et de salles de classe pour les écoles primaires Imam Alioune Touré de Nguent et Diamniadio 1 de Ndiarkhaj. Nous exigeons enfin une audience avec la direction de l'APIX dans les 72 heures qui suivent afin de nous fournir des informations pertinentes. Le cas échéant, le collectif se réserve le devoir de mettre en action d'autres méthodes de mobilisation. Les populations ont profité de cette rencontre avec la presse pour demander au président de la République la régularisation du lotissement de Nguent. Dans l'actualité politique, quelques mois avant la présidentielle de 2024, les candidats pour ce scrutin continuent à se déclarer, chose qui n'échappe pas aux Sénégalais qui posent déjà les conditions pour le choix de leur candidat, choix basé sur plusieurs critères. C'est un reportage signé Émile Dalissar et Mafalfal. La Ligue démocratique n'aura pas de candidat à la présidentielle de 2024. Ces gauchistes maintiennent leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. La LD n'a pas de candidat à la candidature. Maintenant, le profil idéal, c'est que nous sommes une coalition qui a travaillé de 2012, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024. Il n'y a pas une seule élection où nous sommes allés sans avoir la victoire. Nicolas Diaye, député à l'Assemblée nationale et secrétaire général de LD, revient sur leur préférence du prochain candidat de Benno Bokk Yakaar. Celui qui devra être notre tête de file, notre candidat, devra premièrement pouvoir rassembler cette large coalition que le Sénégal n'a jamais vue au point de vue nombre, cette large coalition que le Sénégal n'a jamais vue au point de vue longévité. Il faut qu'il soit un rassembleur. Deuxièmement, il faut qu'il ait les qualités du président qui a dirigé la coalition de 2012 à 2024. Et nous souhaiterions qu'il ait ces qualités et qu'il les dépasse. Parce que c'est vrai, Macky Sall a été un très bon candidat, il a été un très bon président, mais si nous pouvons avoir mieux, nous ne cracherons pas sur ce mieux. Selon lui, le Sénégal a toujours été un pays de dialogue et certains opposants n'ont pas regretté leur participation au dialogue. Khalifa Sall et Karim Wade ont participé au dialogue national. Le président de la République a appelé à un dialogue national et
Khalifa Sall et Karim Wade ont participé à ce dialogue national. Le dialogue a toujours été une des pierres angulaires de notre nation. Notre pays a toujours été un pays de dialogue. Ce dernier dialogue auquel le président de la République a appelé, je crois que ceux qui y ont participé, Khalifa et Karim Wade, n'ont pas regretté d'y avoir participé. Donc nous pensons que le dialogue est une bonne chose. Le dialogue, c'est la voie de la paix. La LD réaffirme son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, même si le choix du prochain candidat n'est pas encore réglé. Parlons de la mise en place pendant la pandémie de Covid-19 de ce projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement. Le PROME sera pérennisé avec la distribution de près de 2000 tablettes aux élèves et enseignants. Ce dispositif vise à améliorer les performances du système éducatif. Amadou Sidi Aliba, coordonnateur du PROME au ministère de l'Éducation nationale, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Donc, ce qui est prévu, c'est de distribuer cette année 10 000 tablettes donc à toutes les IA, des niveaux, des écoles qui seront choisies à destination des élèves, mais également les acteurs, des enseignants pour la production, mais également ce qu'on appelle les médiateurs académiques numériques et les interlocuteurs académiques numériques. Par rapport maintenant au paramétrage, c'est une question sur laquelle déjà on est en train de travailler, parce que l'idéal, c'est que l'utilisation des tablettes soit vraiment exclusive, autrement dit orientée exclusivement vers l'éducation. Donc là également, les parents ont un rôle important à jouer, parce que quand on dit téléenseignement, il y a la responsabilité des parents. Je suis ici avec le président donc, de l'association des parents d'élèves, que c'est à eux également d'encadrer l'usage et l'utilisation qu'on fera des paramètres des élèves. Maintenant, là, on était dans une phase de remise symbolique. Nous allons prochainement commencer la distribution des tablettes proprement dites et qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes suffisamment outillés pour paramétrer, pour en tout cas cadrer et veiller à l'utilisation judicieuse de ces tablettes. Dans l'actualité toujours, la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation a procédé au lancement d'un livret spécial. Celui-ci comporte ses différentes interventions et investissements dans la réalisation d'infrastructures et projets structurants au Sénégal. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a saisi l'occasion pour plaider pour une réduction des primes d'assurance pour le Sénégal qui, d'après elle, n'est pas un pays à risque. Les précisions du ministre Oulimata Sarr au micro de Babacar Seck. Et en ce moment, nous préparons avec les équipes du ministère de l'économie ce que nous appelons le plan d'action prioritaire numéro 3, le PAP 3, et qui projette le Sénégal sur ces 5 prochaines années. Et dans ces projections, il est clair que le secteur privé, dans sa globalité, nationale, régionale, continentale, international. Ce secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer. Et tous les instruments qui nous permettent de les attirer dans notre pays, nous sommes preneurs. Et comme il l'a si bien dit, le Sénégal est un pays membre de AISEC et nous continuons à bénéficier de leur soutien sur tous les grands projets. Peut-être pour terminer, nous avons un ask. Vous savez que depuis hier, nous parlons beaucoup de ratings. Donc, AISEC a un excellent rating de AAA qui lui donne vraiment des coûts très faibles qu'ils arrivent à nous on-lend, comme on dit. Nous pensons que les primes d'assurance sont encore un peu élevées. Pour un pays comme le Sénégal, nous pensons que le risque n'est pas... Nous considérons que nous ne sommes pas un pays risqué sur le continent. Et que parfois les agences de notation qui notent généralement les pays d'Afrique avec des notes un peu plus sévères devraient nous faire beaucoup plus confiance.
Et puis Dakar abrite la 3e réunion de la commission de l'Association internationale des gendarmeries et forces de police à statut militaire. Pour le général de corps d'armée qui a présidé la cérémonie d'ouverture, il est important que les pays mutualisent leurs expériences pour une meilleure prise en charge de la crise sécuritaire. Les grandes lignes de son discours sont ici résumées par le commandant de la brigade mobile Baba Diouf au micro de Mamseyna Boubabou. Pour revenir sur les grandes lignes de l'allocution de M. le général de corps d'armée Moussa Fall, il a souligné l'importance pour l'association FIEP de mettre en commun leurs expériences, les leçons apprises dans leurs pays respectifs pour apporter des solutions novatrices dans la résolution des conflits régionaux et notamment dans l'orientation qui a été donnée par, à cette commission par la présidence de la Guardia Civile, c'est-à-dire les organisations de la FIEP à l'épreuve des conflits régionaux et dans le domaine de la protection durant les prochains jours. Et c'est sur ces retours d'expérience, ces leçons apprises de la part des différentes forces de gendarmerie et de police à statut militaire dont on va discuter au moment des réunions. Dans l'actualité également, 6e édition du pèlerinage des forces de défense catholique et de sécurité à Popenguine. Le thème choisi pour cette édition avec Marie pour la sauvegarde de nos ressources naturelles. Au programme, prières, consultations gratuites et reboisement. Suivons le compte rendu de Clément Nicolas Tchao et Augustin Mandan. La cité religieuse de Popenguine a accueilli ce week-end les forces de défense et de sécurité catholiques dans le cadre de la 6e édition du pèlerinage auprès de Notre-Dame de la Délivrande. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, douaniers, agents des eaux et forêts, tous ont répondu à l'appel accompagnés de leurs familles, femmes, enfants et petits-enfants. Le thème retenu pour cette 6e édition est « Avec Marie pour la sauvegarde des ressources naturelles ». Plusieurs activités étaient au programme de cette journée. Journée de consultation gratuite, prières et reboisement pour expliquer que le rôle de l'armée, en plus de ses fonctions régaliennes, participe aussi à la sauvegarde des ressources naturelles. L'arbre est aussi un symbole, non seulement un symbole, mais le reboisement est une des activités qui peuvent contribuer à atténuer ces effets néfastes du changement climatique dans l'environnement. Parce que nous voyons à travers le monde la dégradation des ressources naturelles un peu partout et aussi le réchauffement climatique et ses conséquences à travers l'environnement. Depuis son arrivée à Popenguine, sœur Marie-Thérèse Mbaye se dit fortement affectée par les problèmes environnementaux et elle magnifie l'acte posé par les forces de défense et de sécurité. Mon cri aujourd'hui, c'est qu'il nous faut, au niveau des établissements, à partir du jardin d'enfants, apprendre aux enfants à rendre propres les lieux, à reverdir les endroits où ils se trouvent, à reverdir notre Sénégal. Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, venu présider la messe solennelle, invite l'humanité à préserver la nature. Il dénonce l'exploitation abusive de nos ressources naturelles et invite à beaucoup travailler pour la sauvegarde des ressources naturelles et à penser aux générations futures. En ce début de 3e millénaire, l'humanité fait face à de sérieux problèmes écologiques qui menacent la vie de l'homme et de toute la création. Les conséquences du réchauffement climatique sont perceptibles dans tous les pays du monde.
La 6e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité, qui a eu comme parrain le général de brigade Martin Faye, commandant de la gendarmerie territoriale, s'est terminée avec des notes de joie, en donnant rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition. Professeur Souleymane Mboup, une légende, un passionné de sciences et d'humanité, la biographie du chercheur coécrit avec Evelyne Chevalier a été présentée au public. Le livre parcourt la vie de l'éminent biologiste et se veut être une référence pour la nouvelle génération. Professeur Souleymane Mboup, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, c'était de montrer toutes les réalisations que nous avons pu faire et tout cela au travers d'une analyse à partir de mon éducation, à partir de la façon dont j'ai été entouré, à partir des relations familiales, à partir des croyances, à partir de ma propre famille, à partir des enfants, pour pouvoir vraiment, et je crois que chaque partie illustre des exemples en particulier. Et ce que nous voulions, c'était laisser quelque chose d'assez original. Il y a beaucoup de bibliographies, mais celle-là, si vous y jetez un coup d'œil, on a essayé d'illustrer tous les aspects qui sont dans le livre par une iconographie, grâce d'ailleurs à un de vos collègues, El Hadj Ndiaye. Et ça retrace vraiment toute notre vie, mais toute notre éducation, tout notre chemin, tout notre parcours, mais également ce que nous avons pu démontrer. C'est en principe la foi, c'est en principe la bonne éducation, c'est le travail, c'est la performance et surtout de passer tout ça à la génération future. Donc c'est ce que ça retrace et comment nous y sommes arrivés. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.